Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre 19h sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 24 avril et voici les titres. Le maintien de l'ordre sera la priorité lors des différentes épreuves automobiles en principauté. Le but est de sécuriser tout le territoire pour accueillir au mieux ces événements internationaux. Richard Marangoni sera sur notre antenne pour aborder toutes les forces mobilisées. Nous vous emmènerons ensuite découvrir les Fashion Awards. Ils ont eu lieu hier soir à l'occasion de la semaine de la mode et ont récompensé différents créateurs. Notre deuxième invité dans ce journal sera Frédéric Ginta. Le délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique est au Bahreïn. L'objectif de cette visite est de renforcer les échanges économiques, touristiques et culturels entre la principauté et ce pays du Moyen-Orient. C'est un rendez-vous incontournable à Monaco pour celles et ceux qui ont la main verte. La mairie a distribué ce matin gratuitement les végétaux qui avaient été plantés cet hiver dans le parc Princesse Antoinette. Et pour finir, une soirée en musique et pour la bonne cause. La 6e édition du concert Pousse la vie s'est tenue hier soir à l'auditorium Régnier 3. Un événement au profit de la Fondation Flavien qui fête cette année ses 10 ans. La Sûreté publique de Monaco assure le maintien de l'ordre et la sécurité du pays tout au long de l'année. Une surveillance qui se renforce plus que jamais durant les différentes épreuves automobiles. Avec la forte affluence de spectateurs, c'est toujours une période charnière. Nous recevons ce soir Richard Marangoni pour faire le point sur les forces en présence à J-3 du e-prix de Monaco. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur Monaco Info au lendemain de la Saint-Georges, le saint patron de la sûreté publique. Parlez-nous un petit peu plus en détail de cet événement. C'est une manifestation très importante pour nous. Le prince Régnier III nous avait placés sous la protection de Saint-Georges en 1997. Et en 2022, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, à l'occasion des 120 ans de la naissance de la sûreté publique, nous a permis de donner une dimension encore supplémentaire à cette célébration. La sûreté publique qui va avoir fort à faire dans les prochaines semaines. C'est vrai qu'il y a de nombreux événements qui arrivent en principauté. Alors comment vous êtes-vous mis en ordre de marche avec les grosses épreuves automobiles qui arrivent et notamment la toute première avec le e-prix de Monaco qui aura lieu ce week-end? La saison, je dirais, estivale et événementielle commence traditionnellement avec le tournoi de tennis, même s'il a lieu en territoire français, mais nous sommes quand même associés à son organisation. Et dès ce week-end, effectivement, nous commençons la série de 3 grands prix avec les prix. Et pour ce faire, nous avons mis en place un service d'ordre particulièrement adapté, comme de tradition, pour assurer la sécurité de cet événement. Comment se passe la gestion des effectifs sur des périodes finalement aussi chargées? C'est une organisation tout à fait particulière parce que les effectifs travaillent sur des vacations de 12 heures. Donc nous séparons la journée en deux. Une vacation de jour et une vacation de nuit. Donc c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de pénibilité. Mais les personnels sont toujours très très investis et très motivés. Il y a essentiellement 3 grandes missions. C'est bien sûr d'abord la sécurité générale de l'événement. Ensuite, c'est la gestion des flux, la gare ferroviaire, les flux piétons, les flux de véhicules. Et après, bien sûr, une attention toute particulière la nuit, aussi bien auprès des établissements publics que des bateaux. C'est indispensable de renforcer la sécurité sur ce type d'événement, en sachant que des milliers de spectateurs se pressent chaque jour dans la principauté lorsqu'il y a de ce genre d'événements. Absolument, ce sont des événements de renommée mondiale qui ont une forte caisse de résonance pour la principauté et bien sûr nous devons veiller à ce que tout se passe pour le mieux avec le concours très efficace et l'organisation de l'Automobile Club de Monaco naturellement. Les prochains mois seront tout aussi rythmés avec notamment la dernière épreuve du Tour de France qui partira de Monaco. Comment se prépare de votre côté cet événement ? Ce sera la dernière étape Monaco-Nice et là aussi ça sera un très très grand événement avec une forte résonance internationale et avec des mesures de sécurité avec nos partenaires français très fortes. J'aimerais que l'on parle également de vos nouveaux locaux dans lesquels vous êtes installés maintenant depuis plusieurs semaines avec ce bâtiment surélevé de 4 étages. On a vraiment le sentiment que la police de Monaco est entrée dans une nouvelle ère.
Ah, je vous le confirme. Alors, nous sommes très heureux d'avoir pu intégrer au mois de janvier ce bâtiment qui est exceptionnel, qui a été inauguré par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et qui nous a permis un développement en termes de fonctionnalité, en termes opérationnels, puisque nous avons non seulement réuni des services qui auparavant se trouvaient excentrés sur la principauté, mais qui plus est, des services très techniques et spécifiques, comme notre centre de commandement, notre laboratoire de police scientifique, une nouvelle salle d'audition pour les mineurs, ont pu être développés, perfectionnés et modernisés. Pour finir, un mot sur cette opération d'abandon simplifié d'armes à l'État qui s'est terminée en ce début de mois. Vous avez, je crois, pu récupérer une centaine d'armes, c'est bien ça ? Alors effectivement, nous avons eu 43 déclarants avec plus d'une centaine d'armes, le chiffre exact étant de 123 armes et plus de 3500 munitions ont été récupérées, ce qui pour nous a été une opération très conséquente. Vous vous attendiez à ce qu'il y en ait autant finalement ? On savait qu'il y en avait. On a toujours, bien sûr, une incertitude sur les chiffres, mais on savait que certains résidents de la principauté, par négligence, par oubli, ou parce que tout simplement ils ignoraient la législation en l'espèce, avaient des armes. Mais je veux dire qu'il y a eu une très bonne collaboration et cette opération a été très très bien perçue par la population. Merci beaucoup à vous, Richard Marangoni, d'avoir été présent sur Monaco Info. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonsoir. Et je vous rappelle que le 7e e-prix dont on a parlé avec Richard Marangoni il y a quelques instants sera diffusé en intégralité sur Monaco Info dès 11h25 ce samedi 27 avril avec les quarts de finale. La course sera, elle, à partir de 15h et commentée par Frédéric Elion et Franck Phillips. Ils débrieferont d'ailleurs de tous les résultats de la journée dans les experts du e-prix à 19h30 juste après votre journal. Le gouvernement princier poursuit le déploiement des actions annoncées dans le cadre de son plan mobilité. Après la mise en service du parking des Salines ainsi que le lancement concomitant des navettes express 1 et 2, ce sont 2 nouvelles lignes de bus qui sont d'ores et déjà en service. L'objectif est de renforcer l'offre de transport en commun express traversant la principauté. Les navettes 3 et 4 vont ainsi relier du lundi au vendredi de 7h à 19h Fontvieille au quartier Larvoto et La Rousse avec peu d'arrêts intermédiaires. Une analyse des déplacements sera ensuite effectuée pour évaluer la fréquentation de chaque navette et l'utilité des arrêts proposés. Hier soir, le Yacht Club de Monaco accueillait la cérémonie de remise des prix de la Monte Carlo Fashion Week. Défilés de mode et dîners de gala ont rythmé ces Fashion Awards. Des créateurs et personnalités du monde de la mode ont ainsi été primés pour leur vision éthique et innovante. Un reportage d'Anaëlle Marquez et Camille Caloni. Cette semaine se tient à Monaco la 12e édition de la Monte Carlo Fashion Week, 5 jours dédiés à l'industrie de la mode et dont le but est de promouvoir le savoir-faire monégasque, mais pas que. C'est important pour Monaco d'avoir la propre Fashion Week parce qu'on a quand même une petite industrie de la mode. On a des marques monégasques. Bien sûr, on ne peut pas concurrencer avec Paris ou avec New York ou Milan ou Londres. Mais nous avons pointé le feu, disons, l'objectif sur l'éco-durabilité. C'est depuis 2015 que la Fashion Week de Monaco prime des marques éco-durables, locales ou étrangères. Et cette année, c'est Federico Marchetti, le fondateur du groupe Yoox Net-à-Porter, qui a eu l'honneur de recevoir le fameux prix du Positive Change. Now I'm putting all my energy, all my focus on sustainability, so on climate change, through innovation, which is my expertise. So I'm trying to tackle this challenge, this worldwide challenge through innovation. Outre la remise des prix, c'est la créatrice Stella Novarino qui a été mise à l'honneur hier soir. La créatrice italo-haïtienne a dévoilé sa dernière collection lors d'un défilé, en plus de présenter en avant-première mondiale les tenues qu'elle a confectionnées pour les athlètes haïtiens des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une délégation monégasque s'est rendue cette semaine au Moyen-Orient et plus précisément au Royaume de Bahreïn. Cette visite a permis de rencontrer des acteurs économiques pour développer les sujets de stratégie touristique et de développement international. Frédéric Ginta, délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique, nous en dévoile plus sur les échanges qui ont eu lieu directement sur place. Bonsoir.
Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation alors que vous êtes en ce moment même au Bahreïn. Racontez-nous dans quel cadre a lieu justement ce déplacement. C'est dans le cadre d'échanges entre le gouvernement bahreïnite et la principauté, d'échanges liés au tourisme, à l'économie et au développement de notre activité. Donc nous avons eu la chance ce matin de rencontrer les ministres des Finances et de l'attractivité. Chacun nous a un petit peu expliqué comment fonctionnait le pays, leur stratégie et comment Monaco et Bahreïn pouvaient plus collaborer sur les sujets financiers, sur les sujets de développement économique, sur les sujets d'échange touristique. Est-ce qu'il y a déjà des partenariats existants entre le Bahreïn et Monaco? On est en train de travailler dessus. Ce qui est sûr, c'est que les Bahreïnites sont très volontaires à faire de Monaco leur base pour l'Europe, que ce soit pour leurs investissements, que ce soit pour leur structure de family office ou de fonds, que ce soit même pour certaines de leurs familles. Et ils souhaitent nous ouvrir la porte aussi pour développer de l'activité, faciliter les démarches et l'accueil pour les entreprises monégasques et aussi développer mutuellement le tourisme, sachant que nous avons tous les deux un Grand Prix de Formule 1, mais que nos saisonnalités sont très différentes. Les relations diplomatiques avec le Royaume de Bahreïn datent, elles, je crois, du 23 septembre 2013, plus de 10 ans. Donc, c'est un petit peu une suite logique, une continuité que vous rendiez aujourd'hui au Bahreïn. Nous avons la chance d'avoir une délégation composée de personnes de l'administration, mais aussi de nos résidents, d'investisseurs, de banquiers, de 5 nationalités différentes. Donc, nous avons vraiment une délégation qui représente Monaco. Et avec chaque entité, que ce soit le Private Label, la direction de développement économique, la direction du tourisme, sous couvert de la politique d'attractivité, nous voulons aller plus loin pour développer ce partenariat. En quoi concrètement le Bahreïn est vraiment intéressant pour la principauté? Je parle notamment sur le plan économique. Le Bahreïn est un très petit pays, 1,8 million d'habitants, qui a réussi l'exploit de se diversifier. C'est le seul pays où la production d'hydrocarbures ou de gaz n'est pas le premier poste de recette du PIB. Aujourd'hui, c'est la finance. Le Bahreïn, on peut le comparer à la Suisse en Europe, qui bénéficie de la région alentour et qui crée l'écosystème pour être un leader financier, un leader numérique et un leader touristique. Plus de 14 millions de personnes viennent à Bahreïn chaque année. Et donc, quelque part, nous, petits pays, entourés de grands pays qui souhaitons être un pôle économique, un pôle numérique et un pôle touristique, ça nous parle et on a beaucoup à échanger avec Bahreïn. Concernant la principauté, quelle image de notre pays avez-vous voulu mettre en avant lors de ce déplacement? C'était une image d'un pays dynamique qui se réforme. Donc, nous avons beaucoup parlé des choix technologiques de la principauté pour avancer. Nous avons également beaucoup parlé de notre place financière, de toutes nos structures, les élites européennes qui viennent à Monaco, qui investissent. Nous avons parlé aussi beaucoup de la diversification de notre économie, que ce soit sur les secteurs du yachting, soit sur les secteurs de la finance, du numérique, de l'immobilier. J'aimerais que l'on se projette vers l'avenir pour savoir quels sont les objectifs sur le long terme qui pourraient finalement découler de cette visite. Alors déjà, des objectifs, c'est que les personnes dans les fonds d'investissement et banques ici réfléchissent éventuellement peut-être à travailler plus avec Bahreïn, à ouvrir des choses à Bahreïn. Vice-versa, Bahreïn se voit tout à fait investir ou créer des structures économiques et financières si pertinentes à Monaco. Il y a des vrais sujets touristiques communs où effectivement, étant passé la même saison, on peut tout à fait envisager de promouvoir le tourisme à Monaco dans la région et vice-versa. Donc on est vraiment sur une logique de réciprocité économique. Aujourd'hui au Bahreïn, la semaine dernière à Hong Kong, vous êtes un petit peu sur tous les fronts, notamment dans ces régions d'Asie et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, c'est dans ces deux zones du monde qui connaissent une croissance extraordinaire, le Moyen-Orient, l'Asie. On souhaite que Monaco bénéficie de cette croissance, mais aussi que Monaco attire des familles, des investisseurs, des touristes pour se développer. Ces régions-là sont en train vraiment d'avoir une croissance très forte. Il faut que Monaco en bénéficie pour ses investissements, mais aussi pour sa croissance interne. Et c'est dans ce cadre qu'avec l'attractivité sous toutes ses formes, on y travaille pour avancer. Merci de vous être rendu disponible depuis le Bahreïn où vous effectuez donc un déplacement autour de l'attractivité de la principauté. Merci beaucoup, bonne soirée.
Vous étiez nombreux ce matin au parc Princesse Antoinette pour le don de plantes. Organisé par la mairie de Monaco, cette opération a pour but de distribuer gratuitement les plantes hivernales des massifs fleuris monégasques. Anaëlle Marquez et Camille Caloni se sont rendus sur place. Avec l'arrivée du printemps, les massifs fleuris de Monaco se sont refait une petite beauté. Mais que deviennent les plantes enlevées pour être changées? Eh bien, la mairie de Monaco a décidé d'en faire don à la population, une initiative en faveur de l'environnement qui vise à favoriser l'économie circulaire, réduire les déchets et surtout recycler. Nos parterres de fleurs en fait sont changés quand les fleurs de saison ne sont plus suffisamment jolies pour orner nos parterres. Donc du coup, plutôt que de les jeter, on a décidé de les offrir à la population, donc afin qu'ils puissent les replanter chez eux. Franchement, ça rencontre un énorme succès. Donc la première édition, il y avait un monde incroyable. On avait organisé ce don de plantes un samedi matin et on avait été un peu victime de notre succès parce qu'effectivement, on n'avait pas assez de plantes pour pouvoir satisfaire le public. Donc aujourd'hui, c'est organisé le mercredi et on a 300 plantes à donner. Comme vous pouvez le voir, effectivement, il y a encore énormément de monde. En effet, les Monégasques étaient nombreux ce matin au parc Princesse Antoinette à se ruer vers les étals de plantes. Un seul but en tête, mettre la main sur un ou plusieurs pots. Je suis venue récupérer quelques géraniums parce que j'adore les fleurs et je trouvais ça très génial. Au lieu de les jeter, c'est bien de les distribuer. Pour conseiller les amateurs de plantes et les amoureux de fleurs, les jardiniers de la mairie étaient aussi au rendez-vous. On leur explique quand même que c'est des plantes qui ont passé déjà l'hiver, donc elles vont arriver sur un repos pendant l'été. Donc il faut leur expliquer que voilà, elles vont tomber la feuille pour la plupart et elles vont redémarrer à l'automne. Cyclamen, prime-vert, bougainvillier ou encore géranium et iris sont partis en quelques dizaines de minutes. Mais pas d'inquiétude donc, si les plantes ne sont pas très jolies au premier coup d'œil, elles s'épanouiront chez vous l'année prochaine. Le traditionnel concert Pousse la vie était de retour hier soir pour sa 6e édition. Une soirée organisée par la Fondation Flavien au profit de la recherche pédiatrique. De nombreux artistes se sont succédés sur scène, guidés par le célèbre Yvan Cassard. Et pour les 10 ans de la Fondation, les musiques de films étaient à l'honneur. Regardez ce reportage d'Alban Gingembre et Olivier Bonello. La musique comme hymne d'espoir. 2500 enfants sont diagnostiqués d'un cancer chaque année. Denis Macario continue de rendre hommage à son fils et de se battre pour tous les autres enfants. Flavien aimait faire la musique. À chaque fois qu'il partait de sa chimio et autres, il disait « Papa, on invite qui ce soir à la maison ?» Il faut maintenir toujours la sensibilisation et s'unir pour les gens qu'on aime. Quand vous combattez une maladie qui s'appelle le cancer, que ce soit adulte ou enfant, c'est pas un jour quoi. Hein, vous êtes marqué, vous avez une vie avant et une vie après. Et après, vous vous battez tous les jours. Moi, je me bats depuis que j'ai dû faire cette promesse-là à mon fils, en disant « Papa, il y a les autres ». Le 11 août 2013, il était encore là, il m'a donné 8 mois de plus. Mais les autres sont venus après le 7 mars 2014. C'est pour ça que ça fait 10 ans cette année, qu'il n'est plus là. Mais ça fait aussi 10 ans que la fondation existe. Et puis, ça fonctionne. Quoi de mieux que la musique pour rassembler autour d'une cause commune? Cette année, Yvan Cassard a choisi de mettre en avant la musique de film.
il y a quelque chose de magique dans la musique de cinéma qui unit les esthétiques. On est beaucoup d'amis, Julia Sivigna-Fraisse qui est une violoncelliste, Greg Slab qui est l'harmoniciste de Johnny Hallyday pendant 20 ans, Joël Chauss, un trompettiste de la région qui a joué avec les plus grandes stars internationales, et puis l'orchestre d'ici, Call Me Winston, et on va jouer de la musique de film, c'est les 30 ans de Pulp Fiction de Tarantino, c'est de l'Ennio Morricone, Cinéma Paradiso, c'est beaucoup de musique, beaucoup de chansons, beaucoup de surprises entre classique, musique de film et blues. Les bénéfices du concert seront reversés pour la recherche pédiatrique. 853 000 € ont déjà été récoltés depuis le début de la fondation. Prochain concert prévu le 1er juin à Peille. Un mot à présent sur un tout nouvel ouvrage élaboré en collaboration avec l'association Les Femmes Leaders Mondiales de Monaco. Virginie Broquet vient de sortir un cahier de coloriage où l'on retrouve tous les sites emblématiques de la principauté. Écoutez-la, dessinatrice au micro de Frédéric Elion. J'adore dessiner Monaco, j'adore dessiner la principauté. Et voilà, donc Chantal avait vu, je lui ai présenté un cahier de coloriage que j'avais déjà réalisé pour Nice, pour la mairie, qui avait préacheté à un éditeur. Et voilà, donc elle a eu un coup de cœur. C'est un projet qui a pris une année quand même à se réaliser. On a vraiment beaucoup travaillé, ça a été beaucoup de réflexion, voilà. Et puis voilà, on est parti dessus, j'ai commencé à dessiner. On a choisi de travailler sur différents quartiers, donc en passant du Rocher à la Condamine pour terminer par le Larvoto. Un cahier de coloriage aujourd'hui est destiné non pas qu'aux enfants, mais aux adultes, parce qu'il a des vertus apaisantes. Et voilà, donc je vous invite tous, à tous les âges, à vous plonger, à acheter des couleurs et puis à vous plonger. Et la bonne idée, c'est peut-être des fois même de se rendre sur l'endroit même, in situ, et de faire d'après les couleurs que l'on voit. Et sachez que les fonds récoltés lors des ventes de ces cahiers de coloriage serviront à financer des projets pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Je vous propose pour finir ce journal de vous emmener dans l'une de ces adresses qui fait vivre Monaco, et ce depuis de très nombreuses années, n'est-ce pas Christinda? Oui, aujourd'hui on se retrouve sur l'avenue des Spélugues pour parler d'une institution qui a ouvert ses portes il y a déjà plus de 60 ans de cela. Qui n'a jamais entendu parler du Tip Top, l'établissement ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, accueille les pendulaires, les touristes, les locaux et les noctambules dans une ambiance toujours très familiale et amicale. Le Tip Top, c'est né dans le 1938 avec un groupe des amis avec le prince Ranier. Ici, un peu pour partager les 24 sur 24 heures, 7 jours sur 7. Et c'est un peu comme un bar d'institution où c'est possible de partager des moments toute la journée et avec une gastronomie, avec des plats, avec des boissons, un peu les typiques bars monégasques au centre de la ville. Différentes ambiances, hein, le matin, l'après-midi, le soir, les noctambules. Qu'est-ce que les gens viennent rechercher ici? Et bien sûr, pour les jeunes, il y avait beaucoup de passages. Les touristes, les résidents, les gens qui travaillent au casino, les gens qui travaillent comme directeur dans les magasins, tout ça, ainsi que nous trouvons un ambiance très business. L'après-midi, c'est un peu plus calme et plus confort. Un peu la gens se relaxe plus, se fait un meeting, n'avait pas le temps d'aller vite ou de chercher le temps. Et la nuit c'est totalement différent. Pourquoi nous avons la première partie de nuit, que c'est de 8h à 12h, que c'est une chose comme un peu un ambiance de restaurant, de musique, tout ça. Et après arrive à 12h le matin, ça c'est totalement différent. La gens sortent des locaux. Je ne sais pas, vient la femme, vient à manger, il y avait beaucoup de gens, c'est un ambiance de nuit.
Vous l'aurez donc compris, même si le tip-top a été repris par l'équipe Rampoldi en début d'année, l'établissement ne changera pas d'un iota. Il gardera toujours le même esprit. On ne change pas une affaire qui roule. Et une équipe qui gagne. Merci à vous, Christine Datomel, de nous avoir fait découvrir l'histoire de ce commerce emblématique de la Principauté. Tout de suite, vos prévisions météo avec Frédéric Elion. Alors que ce mercredi a vu apparaître un soleil radieux tout au long de la journée, qu'en est-il pour demain? Toujours du soleil, Julia, mais le ciel sera un peu plus couvert avec l'apparition de plusieurs épisodes nuageux. Les éclaircies resteront quand même majoritaires toute la journée. Côté thermomètre, les températures remontent avec 10 degrés le matin et 16 l'après-midi. Jeudi 25 avril, nous fêterons les marques. On vous en a déjà parlé dans ce journal. Les végétaux plantés au parc Princesse Antoinette lors de la saison précédente ont été gracieusement offerts par la mairie de Monaco dans le but de leur apporter peut-être une nouvelle vie. Cette opération en faveur du recyclage a remporté un immense succès, comme vous allez pouvoir le constater sur les photographies de Stéphane Dana. Il est déjà l'heure pour moi de vous quitter. Merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition de votre journal. Mais en attendant, passez une très bonne soirée sur notre antenne.